Bonjour et bienvenue dans ce nouveau voyage dans l'au-delà du Covid. Je voudrais avec vous explorer quelques éléments du monde économique. La directrice générale du Fonds monétaire international avait envisagé mi-avril un recul de 3% de l'économie mondiale en 2020. Le 8 mai, elle avait estimé que les indicateurs de certains pays pourraient détériorer cette prévision. Mais elle avait aussitôt ajouté « En supposant que nous aurons des traitements et des vaccins au plus tard début 2021, alors nous pouvons compter sur un rétablissement. » Suite à la pandémie que nous avons traversée, que nous traversons encore en partie, dont nous sentons encore les effets, le monde risque donc de plonger dans la plus grave récession globale depuis la Seconde Guerre mondiale. En 1942, la récession avait été de 10%. Bien entendu, les sciences économiques sont des sciences humaines, avec un degré d'incertitude important. Si la science économique était une science parfaite et parfaitement prévisible, ceux qui la maîtriseraient seraient tous multimilliardaires. Ce n'est pas le cas. Et la situation a certainement évolué dans un sens positif ou négatif. Elle aura certainement évolué dans un sens positif ou négatif par rapport à celle qui existe maintenant à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo. Cependant, de nombreux indicateurs annoncent que l'activité économique va fortement diminuer, du moins dans les mois qui viennent, et ce, dans la grande majorité des secteurs. Baisse de la production industrielle, baisse du commerce, des échanges nationaux et internationaux, baisse du niveau des revenus, baisse de la consommation des ménages, augmentation du chômage, baisse des produits intérieurs bruts dans les divers pays, avec évidemment les innombrables drames humains et sociaux que cela va entraîner. La croissance économique est donc entrée dans une phase de ralentissement, même si cette croissance demeure positive. En ce sens, elle régresse, elle va en arrière par rapport à son niveau habituel, et ce sans doute pour une période de 2-3 trimestres ou même davantage. La croissance entre ainsi dans une phase bien connue du système capitaliste, selon lequel la réalité économique est cyclique, avec des moments plus ou moins longs d'expansion, de crise, de récession et de reprise. Pardonnez-moi, c'est vraiment le b à bas, mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même à l'intérieur du système capitaliste ce rythme, si vous voulez. Une des questions est de savoir si l'inquiétante récession dans laquelle nos économies sont entrées va se transformer en dépression économique, c'est-à-dire dans une récession durable et grave, d'où en fait on ne peut pas sortir de façon naturelle. Il faut vraiment des interventions majeures et importantes de l'État. L'exemple le plus connu est celui de la Grande Dépression, évidemment, des années 30, qui a concerné non seulement les États-Unis, mais le monde entier. Quoi qu'il en soit, plusieurs États ont fortement réagi à cette crise en injectant des dizaines de milliards d'euros ou de dollars dans leur économie. Les décisions qui ont été prises sont vraiment historiques et lourdes de conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme. Beaucoup d'entre nous ont reçu des aides qui ont été vraiment les toutes grands bienvenus. Je pense notamment à cette personne qui tient un petit traiteur là, et puis qui n'a pas pu exercer son activité. Bien là, elle reçoit plusieurs centaines d'euros pour pouvoir tenir bon. Donc les décisions politiques qui ont été prises, pour être prises, n'ont pas eu peur de s'éloigner des chemins ordinaires. Elles ont mis en œuvre des solutions novatrices. Une certaine orthodoxie budgétaire et monétaire a été mise de côté, fort entre parenthèses de l'expérience de cette dépression des années 30. Résultat, les comptes publics se sont fortement dégradés et bientôt, il faudra renflouer les caisses de l'État, rembourser les dettes.
Comment? Par qui surtout? Dans quelle mesure les États surendettés vont-ils faire peser le poids de la facture sur les épaules des nouvelles générations? Question qui me semble vraiment assez cruciale. Bref, l'économie du monde après Covid ne se réduit pas à un simple retour à ce qui se faisait avant. On se trouve vraisemblablement à un moment clé de l'histoire où l'on est en train de réformer en profondeur, contraint et forcé, le modèle économique qui s'est développé peu à peu dans nos pays et puis dans le monde depuis 1945. La question par exemple du rapport entre l'industrie et la finance, la question de la reconnaissance du travail non marchand, enfin, ce sont des questions vraiment importantes. On est même peut-être en train, pensent certains, de changer de modèle économique. En réalité, on peut se demander dans quelle mesure la crise économique liée au Covid n'agit pas comme un révélateur et déclencheur d'une crise sourde et latente, extrêmement profonde et puissante de l'ensemble du système économique, bien avant le Covid. Déjà lors de la crise financière de 2008, beaucoup avaient imaginé que cet événement marquerait la fin d'un certain fonctionnement de nos économies capitalistes. Mais elle n'a pas empêché le retour des pratiques qui l'avaient rendu possible. Aujourd'hui, en 2020, la post-pandémie rouvre les possibles au niveau politique, économique et social. C'est dans ce contexte qu'il faut entendre la proposition faite par le pape François le 12 avril dernier d'instaurer un salaire universel de base. Sa proposition ne prend pas la forme d'une déclaration solennelle, mais d'une simple lettre à, je cite, « ces frères et sœurs des mouvements populaires ». Ces frères et sœurs des mouvements populaires, ça situe tout de suite la relation, qui viennent en aide aux personnes défavorisées et que l'après-pandémie atteint lourdement. Je cite, « les vendeurs de rue, les ferrailleurs, les forains, les petits agriculteurs, les ouvriers du bâtiment, les couturiers, les différents soignants, tous ceux qui n'ont aucun revenu stable pour les aider à traverser cette période difficile. » Fin de citation. Le pape François a donc devant les yeux non pas d'abord des chiffres et des courbes, mais des visages concrets de personnes qui vivent dans une profonde insécurité. Parce qu'il faut vraiment bien garder ça à l'esprit. Je pense que les économistes aussi l'ont, mais il y a chez le pape une conscience aiguë de cela. Vous qui êtes informel, poursuit-il, vous qui travaillez seul ou dans l'économie de base, vous n'avez pas de revenus réguliers pour vous permettre de traverser cette période difficile. C'est peut-être le moment d'envisager un salaire de base universel. Le pape est prudent, c'est peut-être le moment d'envisager un salaire de base universel qui reconnaîtrait et donnerait de la dignité aux tâches nobles et essentielles que vous accomplissez. Il assurerait et réaliserait concrètement l'idéal à la fois humain et chrétien, si humain et si chrétien, de ne pas avoir de travailleurs sans droit. Et de conclure, vous êtes les bâtisseurs indispensables de ce changement qu'on ne peut désormais plus remettre à plus tard. Si la lutte contre le Covid-19 est une guerre, alors vous y êtes réellement une armée invisible combattant dans les tranchées les plus dangereuses, une armée dont les seules armes sont la solidarité, l'espoir et l'esprit de communauté. Bien entendu, cette proposition économique et politique n'est nullement infaillible. Le pape, en tant que pape, n'a ni la compétence ni le mandat dans ce domaine particulier de l'économie. Il n'est pas expert dans cette, pour reprendre la définition de l'économiste Charles Jomot, dans cette science qui étudie les conditions optimales de l'allocation des ressources rares et polyvalentes pour satisfaire à des fins multiples. C'est une citation assez dense. Il paraît que cet économiste a mis toute sa vie à élaborer cette description. Voilà, donc je vous la livre.
Le pape n'est pas un économiste et donc n'a pas compétence particulière dans ce domaine, ni mandat de la part du Christ. Il est un pasteur ayant le souci spirituel de toutes les brebis de son troupeau, et spécialement des plus faibles. En tant que tel, il doit veiller au respect inconditionnel des plus pauvres. Tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Il doit veiller aux promotions de la justice sociale, à la promotion de la justice sociale, à la lutte contre l'idolâtrie de l'argent et du marché. Nul ne peut servir deux maîtres. À la destination universelle de biens et encore à bien d'autres valeurs. Ces valeurs qui sont bien entendu également universelles, il ne faut pas être chrétien pour y adhérer, mais le pape les promeut en vertu de sa foi en l'Évangile. C'est en vertu de sa foi en l'Évangile qu'il développe ces valeurs. Le salaire universel appartient seulement à l'ordre des moyens possibles pour réaliser ces objectifs, pour incarner ces valeurs, si vous voulez. Avec d'autres moyens, d'ailleurs, qu'il propose aussi, comme la réduction, voire l'annulation des dettes des pays pauvres, ou l'allègement des sanctions internationales. Selon le pape et les gens qui sont autour de lui, parce que quand le pape parle, c'est évidemment en consultation avec beaucoup de gens, le salaire universel serait une disposition économique adaptée qui reconnaîtrait, je cite, et honorerait le travail essentiel et noble effectué par ces travailleurs. La question de la reconnaissance, absolument indispensable. Vous ne recevez presque jamais la reconnaissance que vous méritez car vous êtes totalement invisible dans le système, leur dit-il. Une disposition adaptée qui assurait également et concrétiserait l'idéal, comme je disais tout à l'heure, quand je me le disais tout à l'heure, à la fois si humain et si chrétien. Oui, si humain et si chrétien. Le christianisme est fondamentalement un humanisme, de ne pas avoir de travailleurs sans droit. Cette proposition possède une longue histoire. Elle a été élaborée pour la première fois par Thomas Paine, un révolutionnaire américain et français qui est décédé en 1806. Elle a été reprise entre autres par James Mead, prix Nobel d'économie en 1977. Ce célèbre économiste propose la mise en place d'un revenu universel, l'argument est intéressant, au nom du fait qu'une partie importante du patrimoine collectif est issue d'un travail ancien et constitue à ce titre un héritage collectif. Aujourd'hui, beaucoup parlent parmi les politiciens, qu'ils soient de droite ou de gauche, de ce salaire universel ou de ce revenu universel. Je ferai tout à l'heure la distinction, ou dans une prochaine vidéo encore plus, la distinction entre le salaire universel et le revenu universel. En fait, ce ne sont pas tout à fait les mêmes réalités, désignées par des termes différents. Donc on en parle beaucoup de ce revenu universel ou de ce salaire universel, que l'on soit de droite ou de gauche. Aussi dans les milieux académiques, dans les milieux associatifs évidemment, et dans les milieux médiatiques. Je pense d'ailleurs notamment dans le très sérieux Financial Times. Des expériences ont même été déjà réalisées en ce domaine, de façon partielle ou plus globale, comme en Finlande par exemple, même si le résultat n'a pas été à la hauteur de l'espérance. Plusieurs descriptions et plusieurs approches sont possibles. Pour ma part, je vais reprendre celle de Frédéric Lefebvre, qui a beaucoup travaillé dans ce domaine-là. C'est un homme politique français et qui est en train de publier un livre à ce sujet qui est édité chez Lafon. Frédéric Lefebvre propose de donner chaque mois, il dit il faut bien calculer la somme, mais une somme environ de 1 000 € pour la France, il ne parle pas pour d'autres pays, à chaque citoyen français, du berceau à la tombe. Selon lui, ce serait une sorte de revenu universel de base que l'on recevrait automatiquement, de façon inconditionnelle, une sorte de revenu d'existence, comme il dit, de la naissance à la mort. C'est fort ça, de revenu d'existence, même au niveau philosophique, de revenu d'existence. Nous sommes donc tous, d'une certaine façon, une sorte de rentiers. Une garantie de ressources, un minimum inconditionnel pour subsister. Ce revenu contribuerait à reconnaître concrètement, pas seulement
dans les principes, une forme de droit à l'existence de chacun. On peut très bien dire, bon, chacun a le droit d'exister, etc., mais si on ne leur donne pas le minimum pour exister, comment voulez-vous, ce qu'on dit dans les principes ne peut pas s'incarner ou difficilement dans la réalité. Cette proposition fondamentale remet en question beaucoup d'éléments socles de notre système économique, dont l'architecture a été élaborée par les différentes réformes sociales depuis 1945. Elle conduirait à de profondes modifications de ce système. Le revenu universel est en réalité une proposition refondatrice. Enfin, il y a des discussions, est-ce que c'est une proposition refondatrice ou bien est-ce qu'on peut l'intégrer dans toute une série dans notre mode de fonctionnement habituel. Il pourrait sans doute répondre aux exigences de la situation d'après le Covid, où les gouvernements doivent faire, comme on dit, tout ce qu'il faut afin d'éviter une dépression économique, où les économistes réclament des mesures rapides et simples pour, je cite, mettre l'argent entre les mains de tout le monde, où les travailleurs précarisés et ceux qui ont perdu leur travail aspirent à retrouver une certaine sécurité de revenus. Si l'idée est en elle-même séduisante, beaucoup se demandent si elle ne relève pas tout simplement de l'utopie, à l'instar de l'utopie évangélique dépeinte par Matthieu, le fameux ouvrier de la 11e heure. C'est ce que nous considérons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.